Philosophie Magazine. Alors aujourd'hui on va faire comme tout le monde et on va parler de Squid Game. Quand je dis on va faire comme tout le monde, je veux vraiment dire on va faire comme tout le monde parce que c'est vraiment uniquement parce que tout le monde en parle que je vais en parler aussi. Alors bon, c'est une série que j'aime bien, hein. Squid Game, faut savoir que je l'ai vu le week-end de la sortie à peine, quelqu'un m'en a parlé tout de suite, mais j'avais pas prévu de faire une vidéo en particulier parce que j'ai déjà une série d'articles pour mon blog qui est prévue sur Alice in Borderland, donc qui est un petit peu dans le même genre, donc j'avais pas prévu de faire un doublon comme ça, mais bon, vu la popularité de la série, ce serait quand même dommage de ne pas l'utiliser pour parler de philosophie et plus particulièrement de philosophie morale parce que c'est mon domaine de spécialité et c'est là-dessus que j'ai fait mes travaux de recherche quand j'étais étudiante. Alors pour commencer, je vais faire une petite introduction sur ce qu'est la philosophie morale en général, qu'on peut aussi appeler éthique, même si l'éthique ça déborde du champ philosophique, c'est pour ça que je parlerai plutôt de philosophie morale. Donc la morale, en gros, c'est la distinction entre le bien et le mal. Donc en philosophie morale, on essaye de réfléchir sur ce qu'est le bien, ce qu'est le mal, essayer de trouver une définition qui serait objective du bien et du mal, et se poser la question, donc est-ce qu'il existe une telle définition, ou est-ce que ce qu'on appelle le bien et le mal, c'est uniquement un produit culturel ? Et de façon plus générale, comment savoir avant d'agir si l'action que je m'apprête à faire est bonne ou mauvaise, si j'ai moralement le droit de le faire. Donc toute cette branche qui réfléchit à la moralité des actions a bien une visée pratique. Le but est de savoir ce que je dois faire, comment je dois agir. Et donc les philosophes qui ont réfléchi sur ces questions ont essayé de trouver une définition de l'action morale, ou plutôt en fait une règle qu'il nous suffirait de suivre à chaque fois pour être certain que notre action est bien moralement permise avant d'agir. Donc chacune des théories proposées que vous avez listées derrière moi a ses qualités et ses cas limites. Donc je les présenter une par une. Ce qu'on appelle cas limite en fait dans le champ de la philosophie morale, c'est une situation où on a clairement l'intuition que l'action va être immorale, alors que si on suit les préceptes de la théorie, il faut en conclure que cette action est morale. Donc on va voir ces trois-là, la déontologie, l'utilitarisme et le minimalisme, et appliquer leurs propos à ce qui se passe dans Squid Game pour répondre à la question « Est-il immoral de mettre sa vie en jeu pour de l'argent ?» Donc pour bien présenter ces trois théories et ne pas trop les survoler, il n'y aura non pas une mais 3 vidéos dédiées à Squid Game. Chacune des vidéos reprendra donc un de ces courants de pensée morales. On présentera donc un auteur qui correspond à chaque courant de pensée, ceux qui sont écrits entre parenthèses. C'est en fait l'auteur le plus important de chaque théorie, voire le fondateur. Et donc on fera une vidéo pour chaque, et pour chaque auteur, on se demandera ce qu'il aurait répondu à la question. Donc si Kant, Bentham et Ogien considèrent qu'il est immoral, non seulement de participer en tant que candidat au Squid Game, mais aussi éventuellement d'avoir créé ce Squid Game. La vidéo d'aujourd'hui va donc porter sur la déontologie et sur son représentant qui est Kant. La prochaine fois, on traitera l'utilitarisme avec son fondateur Bentham, et dans la dernière vidéo de notre série, on verra le point de vue minimaliste avec son représentant contemporain qui est Reuven Ogien. Qu'on va voir est la morale déontologique. Alors déontologique, vous connaissez sûrement le mot qu'on emploie dans l'expression déontologie médicale. Et la déontologie médicale, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des devoirs, des grands principes que les médecins doivent respecter, quelles que soient les circonstances, dans l'exercice de leur profession. La morale déontologique, ça va être un petit peu le même principe, sauf que là, il ne s'agit pas de déterminer les devoirs qu'il faut respecter dans une profession en particulier, mais les devoirs que nous devons respecter, nous, en tant qu'êtres humains. Ces obligations, c'est donc ce qu'il faut respecter, quelles que soient les circonstances, et on les appelle, ou plus précisément Kant, qui est donc le grand représentant de la morale déontologique, les appelle les impératifs catégoriques.
donc ils portent bien leur nom, ce sont des impératifs, des choses que l'on doit faire, et ils sont catégoriques au sens où il faut les respecter toujours, quelles que soient les circonstances. Les impératifs catégoriques vont s'opposer à ce que Kant appelle des impératifs hypothétiques, qui cette fois désignent ce que l'on doit faire en vue d'un résultat. Par exemple, si vous voulez aller à tel endroit, vous pouvez dire « je dois passer par cette rue, par cette rue, par cette rue ». Donc là, quand vous dites « je dois », ça ne signifie pas que j'ai le devoir moral de le faire, ça ne représente pas une obligation morale, juste ce qu'il faut faire dans le but d'atteindre le plus efficacement possible notre objectif. Par ailleurs, l'impératif catégorique, je dois le respecter, donc ça on l'a dit, mais en plus je dois le respecter uniquement parce que c'est bien en soi de le faire. Kant a une vision de la morale extrêmement précise, et pour qu'une action puisse être appelée morale et prendre cet attribut de morale, il faut qu'elle soit faite uniquement par pur respect de la loi morale, donc c'est-à-dire par pur respect de cet impératif catégorique. Ce qui signifie en fait que si vous respectez l'impératif catégorique, donc vous faites bien ce que le devoir exige, mais que vous le faites soit pour obtenir quelque chose en échange, c'est-à-dire par intérêt, soit parce que ça vous fait plaisir, c'est-à-dire par inclination, dans ce cas-là, votre action ne sera pas pleinement morale pour Kant. Pour prendre un exemple qui est directement dans la série, le policier qui veut démanteler le Squid Game, évidemment, fait quelque chose de bien, il va respecter son devoir moral puisqu'il veut sauver des millions de personnes qui risquent de mourir dans ce jeu, sauf qu'en réalité, il le fait uniquement parce qu'il a perdu son frère, donc soit par vengeance, soit parce qu'il essaie de le retrouver. Dans tous les cas, c'est parce qu'il a un intérêt à le faire, et on peut facilement imaginer que s'il n'avait pas perdu son frère, enfin en tout cas si son frère n'avait pas disparu probablement à cause du Squid Game, il ne se serait jamais engagé dans cette quête. Donc, pour Kant, ce que fait ce policier, certes, c'est louable, il ne dit pas que c'est mal, évidemment, c'est très bien d'essayer de sauver la vie de ces personnes, mais comme il le fait uniquement par intérêt personnel, eh bien, son action ne peut pas être appelée une action morale. Pour reprendre la terminologie exacte de Kant, on dira qu'une action morale est une action qui a été faite par devoir, c'est-à-dire par pur respect de ce devoir moral, alors qu'une action qui est conforme au devoir moral mais qui est faite par inclination ou par intérêt s'appellera justement une action qui est conforme au devoir. Ce qui englobe beaucoup de choses, en fait, tous ceux qui font le bien, par exemple, parce que ça leur fait plaisir d'aider les autres, ne sont pas pleinement moraux pour Kant. Je reprécise encore une fois pour qu'il n'y ait pas de contresens, Kant ne dit pas que c'est mal, évidemment, d'aider les autres par plaisir, dit d'ailleurs que c'est très bien et qu'il faut encourager ceux qui le font, après tout, si on aide les autres, eh ben, tant mieux, mais on ne peut pas attribuer le mot moral à ces actions parce que ça ne l'est pas pleinement, parce qu'il manque quelque chose, et qu'à partir du moment où on récupère un intérêt dans notre action, on n'est pas complètement pur en fait. Il faut que la volonté soit pure pour qu'elle soit vraiment morale. Autrement dit, chez Kant, c'est bien l'intention qui compte. L'action qu'on fait, c'est pas elle qui va dire si notre action est morale ou pas, c'est la raison pour laquelle on fait cette action. Alors évidemment, il y a des actions qui sont immorales dans tous les cas, mais les bonnes actions ne sont pas toujours faites pour des bonnes raisons. Et quand c'est fait pour des mauvaises raisons, ce ne sera pas appelé action morale. Reste à savoir si l'action que l'on s'apprête à faire a une valeur morale ou pas, parce que après tout, il y a bien un certain nombre d'actions qu'il ne faut jamais faire, ce sont les actions immorales, que ce soit par intérêt ou pour une quelconque autre raison, ce ne sera pas une action morale puisque c'est immoral. Après, parmi les actions qui sont bien des devoirs moraux, on peut les faire pour des mauvaises raisons. Mais donc, il faut réfléchir aux critères qui va nous permettre de déterminer qu'une action est bien un devoir moral ou non. Globalement, pour Kant, c'est simple. Avant de faire une action, on réfléchit à ce qu'on veut faire, on isole la maxime de notre action, c'est-à-dire la règle à laquelle on obéit quand on fait cette action, et on lui fait passer un espèce de test. Il y en a 3 différents. Si la maxime de notre action passe ces 3 tests, alors c'est bon, c'est une action qui est moralement permise. Si jamais la maxime de notre action ne passe pas ces tests, ce sera donc une action immorale qu'il ne faut donc jamais faire, quelles que soient les circonstances. On ne va pas faire les 3 tests d'un coup parce qu'il y en a un qui est un petit peu plus compliqué et je préfère que la vidéo reste très simple. Mais on verra quand même les 2 premiers. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu, ces 3 tests, c'est ce que Kant appelle les 3 formulations de l'impératif catégorique. Donc l'impératif catégorique, c'est le devoir moral. Il a 3 formulations et si la maxime de notre action correspond bien à ces formulations, alors c'est une action qui est moralement permise et que l'on peut faire. Donc on va voir les 2 premières formulations et on va prendre à chaque fois un exemple pour montrer ce que ça donne.
Première formulation de l'impératif catégorique. Alors je vous la cite, mais il se peut évidemment que vous ayez entendu une traduction légèrement différente. Agis seulement d'après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, vous hésitez à faire une action, vous isolez la maxime de votre action. Donc on va prendre un exemple simple, clairement immoral, mais pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc par exemple, vous êtes dans une situation embarrassante et vous hésitez. Je disais donc, vous êtes dans une situation embarrassante et vous hésitez à vous tirer d'affaire par un mensonge. Donc vous vous demandez, est-ce que je peux mentir dans cette situation? Pour savoir si vous avez le droit moralement de le faire ou pas, il faut donc essayer de lui faire passer cette première formulation, c'est-à-dire qu'il faut isoler la maxime de notre action. Là, la maxime de notre action, c'est si je suis dans une situation embarrassante, je dois mentir. Il faut essayer de l'universaliser, puisque le but est de voir si on peut vouloir qu'elle devienne une loi universelle. Universelle, ça signifie qu'elle vaut pour tous, en tout temps et en tout lieu. Donc je prends la maxime de mon action. Pour me sortir d'une situation embarrassante, je dois dire un mensonge et je vais l'universaliser. Donc il faut qu'elle vaille en tout temps, c'est-à-dire qu'il faut enlever le si je suis dans une situation embarrassante, puisque ça c'est un cas particulier. Vu qu'il faut l'universaliser, ça donne déjà « je dois toujours mentir ». On a supprimé les circonstances particulières. Ensuite, ça vaut donc en tout lieu et pour tout homme. Donc il faut aller jusqu'à dire « tout homme doit mentir ». Et il faut voir si cette phrase a une contradiction interne. Il ne s'agit pas de voir si ça nous arrange ou pas, si on trouve que c'est une bonne règle, si on aimerait que les autres la suivent. Ce qu'il faut vraiment voir, c'est s'il n'y a pas une contradiction interne à cette formulation. Or, si on dit « tout homme doit toujours mentir », il va bien y avoir un problème logique si on essaie de réfléchir à cette phrase, puisque dans l'idée même du mensonge, pour pouvoir mentir, ça présuppose que autrui croit que je vais dire la vérité. Si les autres ne croyaient jamais que je dis la vérité, je ne pourrais jamais mentir, puisque pour pouvoir mentir, ça suppose que autrui va croire à ce que je dis. Donc si tout homme doit toujours mentir, ça détruit l'idée même de vérité, c'est-à-dire la condition de possibilité du mensonge. Donc le mensonge est rendu impossible à partir du moment où il est universalisé. La maxime « je dois mentir pour me sortir d'une situation embarrassante » n'a donc pas passé le premier test de l'impératif catégorique de Kant. Deuxième formulation de l'impératif catégorique, pareil, je vous la cite, mais c'est possible que vous en ayez entendu une autre, par rapport à la traduction qui peut être légèrement différente. Agis toujours en sorte de traiter l'humanité en ta personne aussi bien qu'en celle de tout autre, toujours en même temps comme une fin, jamais comme un moyen. Donc celle-là, c'est la plus connue, vous l'avez peut-être déjà entendue. Et globalement, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il faut respecter la personne humaine, à la fois en la personne des autres et en la nôtre. Donc si on prend un exemple d'action clairement immorale comme tuer quelqu'un pour obtenir son argent, là vous considérez que autrui est juste un moyen à votre disposition. Ce que vous voulez, donc votre fin à vous, c'est l'argent. Autrui est sur votre chemin, vous dites, bon ça c'est pas important, le moyen qu'il me faut pour obtenir cet argent, c'est de supprimer cette personne, donc vous l'utilisez comme un moyen à votre disposition. Or, il faut toujours considérer autrui comme une fin en soi, donc expression un petit peu inhabituelle, compliquée si vous voulez, mais pour dire qu'il faut considérer qu'autrui est une personne qui a elle-même ses projets, ses objectifs, et qu'il faut en tenir compte dans nos actions. La maxime de mon action « je dois tuer autrui pour récupérer son argent » n'a donc pas passé le deuxième test de l'impératif catégorique de Kant. Donc tout comme notre premier exemple sur le mensonge, cette action est immorale. Ensuite, le point suivant qui est très important chez Kant, c'est que, on l'a dit par rapport à la deuxième formulation de l'impératif catégorique, c'est que ces grands principes, ces devoirs moraux, donc ces impératifs catégoriques, qu'il faut respecter quelles que soient les circonstances, s'applique non seulement aux autres, mais également à nous-mêmes. Donc à partir du moment où on a isolé ne pas tuer comme un devoir moral, on l'a dit, ça c'est un impératif catégorique, quelles que soient les circonstances, il ne faut pas tuer. Même si on a l'intuition qu'à des moments ça peut être nécessaire, c'est immoral. Ce devoir s'applique également à nous-mêmes. Donc, d'un point de vue kantien, le suicide est évidemment immoral puisque ça consiste à tuer une personne humaine, même si c'est nous-mêmes. De la même façon, toute pratique comme la prostitution
sera considérée comme immorale puisqu'elle consiste à utiliser son propre corps comme moyen par intérêt pour obtenir de l'argent ici. Et on peut même aller avec Kant jusqu'à la masturbation qui est considérée aussi comme une façon d'utiliser son corps comme moyen pour obtenir du plaisir et qui est donc également une action immorale. Donc maintenant, imaginons qu'on essaye d'appliquer ces principes à Squid Game pour déterminer si le fait d'organiser d'une part et de participer au Squid Game est moral ou non. Alors évidemment, hein, du point de vue kantien, dans Squid Game, il n'y a absolument rien qui va. Premièrement, donc, tuer est immoral, quelles que soient les circonstances. On l'a répété plusieurs fois, et là, les jeux impliquent de tuer, donc s'engager là-dedans en sachant qu'on va devoir tuer des personnes pour survivre est déjà immoral pour commencer. Du point de vue des participants au Squid Game, alors certes, ils ont volontairement, du moins après la partie de 1, 2, 3 Soleil, ils ont volontairement choisi de mettre leur vie en jeu. C'est eux-mêmes en assumant ce qui va se passer qui ont pris cette décision. Mais il ne faut pas oublier que chez Kant, tous les devoirs qu'on doit respecter pour autrui, il faut aussi les respecter envers nous-mêmes. Donc mettre sa vie en jeu pour de l'argent, pour Kant, c'est en fait aussi immoral que de mettre la vie de quelqu'un d'autre en jeu pour de l'argent. Dans les deux cas, ça consiste à utiliser la personne humaine comme moyen et non pas comme une fin en soi. Et donc en fait ce serait équivalent pour Kant à la prostitution. J'ai dit tout à l'heure que la prostitution c'était immoral parce que c'est utiliser la personne humaine comme moyen par intérêt pour avoir de l'argent. Là, mettre sa vie en jeu pour gagner de l'argent, c'est exactement le même principe. Vous utilisez la personne humaine comme moyen pour votre intérêt personnel. Et bon, on va quand même prendre le point de vue des organisateurs, ou plus précisément les VIP, qui donc regardent les jeux en pariant sur les joueurs qui vont rester à la fin comme si c'était des chevaux. La comparaison est faite directement dans la série. Bon, donc là, évidemment, ils utilisent tous autrui comme moyen pour leur propre plaisir, éventuellement pour leur intérêt, vu qu'il y a des paris, donc ils vont gagner de l'argent, mais bon, c'est déjà des riches. C'est vraiment plutôt pour leur plaisir personnel, parce que ça leur fait plaisir de voir des gens qui se battent jusqu'à la mort. Donc voilà, selon la morale déontologique, il n'y a absolument aucun débat, le Squid Game est immoral et Kant l'aurait évidemment interdit. C'est terminé pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cet épisode spécial de Geekosophie Magazine. La prochaine fois, on traitera donc la même question, mais cette fois sous l'angle de l'utilitarisme de Bentham. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt sur Geekosophie Magazine.